La rhétorique a cette fin, la production des règles, enseigne comment user des mots, des phrases, du ton verbal, de ce qu'on appelait l'action. L'action, c'est la gesticulation du corps. J'ai le souvenir de Michel Serres venant faire une conférence à l'université de Nantes, qui est un admirable orateur, et il avait écrit au tableau avec une craie, et vous savez, au bord du tableau, il y a une réglette. Et comme ça, il a jeté la craie en arrière, et la craie a atterri sur la réglette. Du grand art. C'est ça, l'action. Et c'est évidemment une chose importante. Bien évidemment, dans ce domaine-là, il n'y a pas de méthode absolue. Il faut toujours considérer la nature du débat, la force relative des arguments qui sont employés, etc. Donc, la méthode fournit des règles, mais les règles ne suffisent pas, et elles ne suffisent pas à convaincre, à obtenir la conviction. Il faut donc persuader. Et comment persuade-t-on? Eh bien, par la séduction. Il faut séduire pour persuader son public. Et comment persuade-t-on? Comment séduit-on? On séduit en donnant des apparences de rationalité, en semblant avancer de bonnes raisons. Et parfois, ce sont de bonnes raisons. On séduit en flattant les passions. Tout bon orateur sait flatter les passions de son public. En charmant l'oreille par un verbe flatteur. Bon, il y a tout un ensemble de pratiques qui sont celles de la rhétorique, séduire pour persuader. Et de cette façon-là, il y a une promotion fantastique du langage. C'est le langage qui fait. Ce n'est pas la méthode ou la raison scientifique, c'est le langage qui fait, qui opère, qui donne les moyens. Et c'est une chose sérieuse. Il faut persuader son public. Regardez Mélenchon, qui est un artiste en la matière. Alors, vous connaissez le commentaire de Platon. Platon, ça, c'est le truc des sophistes. Les sophistes pratiquent l'art du langage, ils forment des jeunes Athéniens à de brillantes carrières politiques. Ça, c'est l'affaire des sophistes. Je disais, touchant Aristote, que Aristote était beaucoup plus prudent, puisqu'il rappelait que l'opinion, c'est aussi le domaine de la vraisemblance et du probable. Asseyez-vous. Prenez. Et la question, c'est comment fait-on pour séduire, pour vue de créer la persuasion? La solution, elle est donnée par Longin, ou le pseudo-Longin. Je ne sais pas si c'est un auteur du IVe siècle après Jésus-Christ ou un auteur du 1er, 2e siècle après. Il y a Longin qui a écrit un traité du sublime. Longin explique qu'il ne s'agit pas d'enseigner. Il ne s'agit pas de dire à son public «
tu dois penser de cette façon-ci parce que c'est la vérité. C'est beaucoup plus habile. Il faut que le public puisse se dire, en écoutant l'orateur, qu'il puisse se dire « Mais bien sûr, c'est exactement cela que je pense. » L'orateur a trouvé les mots pour le dire. C'est bien ce que je pense. Ainsi, et c'est là l'habileté du procédé, le public peut faire sienne l'opinion de l'orateur. Évidemment, c'est l'orateur qui fait en sorte, par l'art de l'éloquence, qui est le sien, et qui fait en sorte que son public pense « Cela, ça vous est jamais arrivé ?» en écoutant Macron, en disant « Mais bien sûr, c'est exactement ça, c'est ce que je pensais. » Bref, il y a une relation qui s'établit entre l'orateur, l'homme éloquent, le public, son auditoire, et l'accord entre les deux se fait dans l'élément d'une évidence partagée. Nous pensons la même chose, c'est-à-dire, je pense, moi, auditeur, ce que pense l'orateur, qui a fait le nécessaire pour que. Éventuellement, si l'orateur est très habile, il habillera cela avec des bonnes raisons. Il faut toujours distinguer les bonnes raisons des raisons. Et il peut y avoir des raisons qui sont pas si mauvaises que ça d'ailleurs, mais qui ne sont que des raisons à part. Comment est-on parvenu à ce résultat? Réponse: avec des mots et rien que des mots. Platon, Descartes et tant d'autres philosophes, je ne prononce pas le nom de Kant, rejettent cette pratique de l'opinion. La philosophie est une chose sérieuse, c'est une affaire de rationalité, et la philosophie prétend établir un savoir. Mais quand on regarde l'histoire de la philosophie, il y a une tradition philosophique alternative, où l'on rencontre Isocrate, contemporain de Platon, un orateur, pas un sophiste, un orateur. Et puis alors je ne peux pas ne pas donner le nom de Cicéron, bien sûr. Cicéron, et puis je pourrais donner d'autres noms plus récents. Contentons-nous d'Isocrate et de Cicéron, ça fait mieux, c'est Antiquité. La philosophie se veut à la recherche de la vérité. Et la vérité, c'est le rapport à établir entre la pensée et puis l'être des choses, la réalité des choses. La philosophie a bien entendu besoin du langage, mais elle a tendance à le considérer comme un obstacle, le langage. Il faut purger les mots des significations parasites. Il faut imposer au langage une discipline. Mais la tradition alternative, elle, procède d'une autre manière. Elle part du discours. Elle part du discours, elle part de l'échange verbal et de tout ce que le discours et l'échange verbal véhiculent avec lui. C'est-à-dire, on part de ce champ
plus ou moins constitué, plus ou moins plastique, ce champ immense de l'opinion. Et la philosophie ne peut pas prétendre, comme l'a fait Descartes, vouloir tout recommencer. Parce que la philosophie, elle est précédée par cet immense domaine de l'opinion, s'appuyant sur cette immense pratique du langage. Bref, avant la philosophie, il y a un domaine public. Il y a un domaine public qui est le produit de l'histoire, qui est ce qu'il est, qui s'imprime dans des coutumes, dans des mœurs. Et appelez ça comme vous voulez. Enfin, j'ai un nom. Ça s'appelle la culture. Ça s'appelle la culture, ou éventuellement, si vous préférez, le sens commun. Bref, on commence par le discours qui est un champ d'évidence. Et par conséquent, la rhétorique, l'art du discours, la rhétorique précède la philosophie. Et on ne peut pas en faire l'économie. On ne peut pas faire l'économie d'un travail sur le langage qui ne soit pas la réduction du langage, la chasse aux fausses significations, la chasse aux préjugés. Mais pourquoi voulez-vous enlever les préjugés? Ce sont des opinions. Et puis il y a des bons préjugés. Puis il est possible que quand il y a deux préjugés qui se rencontrent et qui se frottent l'un à l'autre, on parvienne à un résultat intéressant. C'est pourquoi je suis un solide partisan des journalistes qui rabâchent l'évidence. Ou bien, alors, moi j'adore les philosophes télé. Les philosophes qui parlent à la télé. Que font-ils? Ils développent, ils déroulent des choses que tout le monde connaît et que vous, auditeurs, vous dites, mais bien évidemment, c'est ça. Ils pensent exactement ce que je pense. Troisième point, comment le temps il me reste. J'ai donc deux modèles. Le modèle de la rationalité, de la science, de la philosophie à la mode de Descartes, et puis j'ai cet autre domaine qui est celui de la culture et d'une... Le propre d'une culture, c'est que l'on a toujours déjà communiqué les uns avec les autres. Ce de quoi l'on parle, c'est d'une communication, d'une communion entre les sujets, qui vaut ce qu'elle vaut. Mais on ne peut pas l'ignorer. Chez les philosophes, l'exigence est que l'on dise vrai, que l'on parvienne à établir la vérité, en usant du langage, mais en contrôlant le langage. Dans le domaine de ce que j'appelle la culture, cet immense champ de l'opinion, dans ce domaine communautaire où les discours sont multiples et ne se coordonnent pas nécessairement, alors est-ce que ça va être la cacophonie? Alors il faut introduire une propriété fondamentale de la rhétorique. Traditionnellement, depuis l'Antiquité, la rhétorique distingue des styles. Le style simple, le style moyen et le style véhément ou sublime. Or, quel que soit le style, chacun dans son genre, il faut que le mot tombe juste. On ne demande pas au mot d'être vrai, on lui demande de tomber juste.
Alors vous allez me dire, mais c'est quoi? Un exemple littéraire. Vous connaissez tous la pièce de Racine, Phèdre. Dans l'acte 2, Phèdre avoue à sa confidente son amour pour Hippolyte, son beau-fils, qui est de retour d'expédition. Et vous connaissez tous ce vers archi connu. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Tout est dit. C'est le mot juste, il n'y a rien à ajouter. C'est exactement le mot qu'il fallait employer. Avec l'opposition, je rougis et je pâlis. C'est exactement ça. On n'a pas ajouté quoi que ce soit. Ce vers est une justesse extraordinaire concernant la naissance de la passion amoureuse. Maintenant, un exemple, et je termine, emprunté à la philosophie. Vous savez que tous les philosophes au XVIIe, enfin beaucoup de philosophes au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle ont essayé d'élaborer des théories du contrat en vue de fonder le corps politique. David Hume, philosophe écossais, ne partage pas cette problématique du contrat. Et il dit ceci: il suffit de savoir qu'en Grande-Bretagne, on pratique l'aviron. Je m'assois dans l'aviron, je prends une rame et je fais avancer mon bateau. Un deuxième s'assoit derrière moi, prend sa rame et évite de faire, essaye de ramer de conserve avec moi, etc. Vous avez besoin du contrat. Comment se forme la société humaine, le corps politique? Il se forme à la façon des rameurs, ramant, faisant avancer l'aviron. Tout est dit, c'est juste. Je ne peux pas dire c'est vrai, c'est une figure. Mais c'est exactement ça. Je termine. Je disais, la rhétorique est l'art du langage, et la rhétorique donne des règles pour bien parler. Eh bien, appliquez ces règles. Jamais vous ne parviendrez à écrire un vers comme celui de Racine que je viens de citer, à moins que moi, qui ai travaillé sur Hume, je n'ai jamais été capable d'inventer quelque chose comme l'histoire des rameurs. Quelle est la différence? Racine et Hume avaient du génie, mais moi je n'en ai pas.